Chapitre 3. Jusqu'à présent, continua Michael, je vous raconte les choses comme elles sont. Je vous demande la permission de vous les dire maintenant comme elles me sont apparues à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où je me trouvais seule au monde, livrée à moi-même à l'âge de 15 ans. Ma mère m'avait pourtant donné une direction à suivre. Elle m'avait engagée à aller voir des parents et des personnes qui s'intéressaient à nous et qui me donneraient conseil, assistance aux besoins. Mais j'avais une idée d'enfant si vous voulez, et bien obstinée dans ma cervelle. Je voulais revoir notre pauvre recluse abandonnée, notre cabane détruite, la place où j'avais vu mon père estropié se débattant sous la roche. Il avait tant de fois raconté les détails dans son langage imagé pour attirer l'attention et exciter l'intérêt des clients que je n'avais rien oublié. Je crois même que je me souvenais de plus de choses que je n'en avais remarqué et que j'avais bâties dans ma tête. Au reste, vous verrez tout ce qu'il y avait dans cette tête-là. Pas n'est besoin de vous le dire d'avance. Je marchais droit sur le Montaigu. Nous avions fait tant d'allées et de venues dans nos pèlerinages de mendiants que je savais bien où j'étais. Mais quand il fut question de quitter les fonds, je fus vite égaré, je ne me souvenais plus. Je grimpai au hasard, et après bien du chemin inutile, je me trouvai enfin dans notre recluse, bien reconnaissable par l'écroulement encore frais qui la couvrait. C'était toujours notre propriété. Nous n'avions pas plus songé à la vendre qu'on avait pensé à nous l'acheter. Elle n'avait plus aucune valeur. Tout au plus eût-on pu faire paître quelques jours dans l'intervalle des débris. Cela ne valait pas la peine et la dépense d'une nouvelle installation. La perte récente de mon père avait ravivé la tristesse de mes souvenirs, et quand je vis le colosse brisé en 1000 pièces, mais immobile, paisible et comme triomphant de nos désastres, j'entrai dans une grande colère. « Affreux géant !» m'écriai-je. « Stupide bête, Yéhous ! Je veux venger mon père, je veux t'insulter et te maudire. » Bien des fois, quand j'étais petit, j'ai craché en l'air à ton intention. À présent que je suis grand et que te voilà étendu à mes pieds, je veux te cracher au visage. Et je m'en allai cherchant dans ces débris celui qui avait pu être la tête du géant. Je crus l'avoir trouvé. Je crus reconnaître la roche creuse sous laquelle mon père avait été enseveli et qui s'ouvrait comme une large bouche, essayant de mordre la terre. Je lui assénai de toute ma force un coup de mon bâton ferré. Et alors croyez-moi si vous voulez, j'entendis une voix sourde qui rugissait comme un tonnerre souterrain et qui disait « Est-ce toi ? Que me veux-tu » J'eus une si belle peur que je me sauvai, croyant à une nouvelle avalanche. Mais je revins au bout d'un moment. Je n'avais pas craché. Je voulais cracher sur la figure du géant. Dût-il m'engloutir ? Et je lui fis résolument cette insulte sans qu'il parût s'en apercevoir. « C'est cela, lui dis-je. Tu es toujours aussi lâche. Eh bien, je veux te faire rouler dans le torrent pour que tu te brises tout à fait. » Et me voilà poussant cette grosse roche et m'évertuant à l'ébranler. J'y perdis mon temps et ma sueur. Et quand je vis que je ne gagnais rien, j'essayai de la briser en lui lançant d'autres pierres. J'eus au moins le plaisir de voir que ce n'était pas une roche bien dure et que mes coups lui faisaient des entailles que je prenais pour des blessures et des plaies. Quand je me fus bien fatigué, je voulus revoir de près les débris de notre cabane, et je fus surpris d'y trouver un petit coin où l'on pouvait s'abriter en cas de pluie. Même ce petit coin avait été renfermé par un bout de mur relevé depuis peu par quelques chevriers, mais abandonné après un séjour plus ou moins long, car il n'y avait pas de traces de passage sur l'herbe qui poussait, haute et drue, tout autour de la ruine. Comme le soleil se couchait, je résolus d'y passer la nuit. Je relevai quelques pierres, je bouchai l'entrée afin de n'être pas surpris par les loups, et m'asseyant sur un reste de plancher, j'entamai un morceau de pain que j'avais dans mon havresac de toile. Puis me sentant lasse et ennuyée de la solitude, je m'étendis pour dormir.
Mais j'avais comme de la fièvre pour avoir trop marché et m'être trop démenée. D'ailleurs, je n'étais plus habituée à ce grand silence de la montagne qui ne ressemble à rien et que ne semble pas interrompre le bruit continu des torrents. Je n'étais pas non plus des mieux couchés, et bien que je ne fusse pas difficile, je me retournais d'un côté sur l'autre sans trouver moyen de m'étendre, tant mon refuge était resserré. Je pris le parti de m'asseoir sur mes talons, et comme je manquais d'air, je poussai une des pierres que j'avais amoncelées pour me garantir, et regardai dehors pour me désennuyer. Quelle fut ma surprise de voir que tout était changé dans la Rancluse depuis que la lune s'était levée. Elle était toute verte, toute herbue, et s'il y avait encore quelques roches éparses, elles n'étaient ni plus grosses ni plus nombreuses qu'un petit troupeau de moutons. Je fus si étonnée que je sortis de mon refuge pour toucher la terre et l'herbe avec mes pieds et m'assurer que je n'étais plus dans un éboulement, que je foulais la belle prairie d'autrefois et que ce n'était point un rêve. Je me réjouissais encore plus que je ne m'étonnais, lorsque tout à coup, en me retournant, je vis derrière moi, haut comme une pyramide, le géant dont la base occupait tout le fond de la Rancluse à ma gauche. D'abord, il me parut tel qu'autrefois, quand il se dressait au bord de la Rancluse d'Yéhous, au-dessus de la nôtre. Mais à mesure que je le regardais, il changeait d'apparence. Sa base se rétrécissait comme une gaine, son corps prenait un air de forme humaine, sa tête se dessinait comme une boule. Il ne lui manquait que des bras, et quand je l'eus encore mieux regardé, je vis qu'il en avait. Seulement ils étaient collés à son corps, et rien de tout cela ne bougeait. C'était une vraie statue, mais si haute que je ne pouvais pas distinguer sa figure. J'aurais dû avoir peur devant une pareille chose. Eh bien, expliquez cela comme vous voudrez. Je n'eus que de la colère. Mon premier mouvement fut de ramasser une pierre et de la lancer au géant. Je ne le touchai pas. J'en lançai une seconde qui effleura sa cuisse et une troisième qui l'atteignit en plein ventre et rendit un son comme si elle eût frappé une grosse cloche de métal, en même temps qu'un cri rauque, furieux, sauvage, semblait sortir de sa poitrine, répété par tous les échos de la montagne. Ma colère en augmenta et je le criblai de toutes les pierres qui m'avaient servi à me renfermer. Devenant à chaque essai plus fort et plus adroit, je l'atteignis enfin au beau milieu du visage. Sa tête tomba aussitôt et vint rouler à mes pieds. Je m'élançai dessus pour tenter encore de la briser avec mon bâton, mais je fus arrêté par une voix grêle qui partait de cette tête monstrueuse et qui faisait entendre un rire sec comme celui d'un petit vieillard édenté. « Est-ce toi, brute ?» lui dis-je, qui a cette façon ridicule de rire ou de pleurer. Je vais bien te faire taire, attends un peu. Et j'allais redoubler mes coups lorsque la tête disparut et se trouva replacée sur les épaules du géant sans que je puisse voir comment il s'y était pris pour la ramasser. Je devins furieux. Je recommençai à l'attaquer à coups de pierre. Je le touchai au bras gauche. Le bras tomba, mais il se trouva replacé au moment où je touchais et faisais tomber le bras droit. Alors je l'attaquai aux jambes, à ses vilaines jambes collées ensemble. Et alors le colosse se rompit à la base et s'étendit de tout son long par terre, brisé en 1000 pièces. Alors aussi, je reconnus que j'avais fait là la plus grande sottise du monde, car la belle prairie avait de nouveau disparu sous les débris, et les premières lueurs du jour me montrèrent la triste Rancluse engloutie et poudreuse, telle que je l'avais trouvée la veille en arrivant. J'étais si fatiguée, si surmenée par la rage de ce combat qui avait duré toute la nuit, que je me laissai tomber là où je me trouvais et m'endormis aussi profondément que si j'eusse été moi-même changée en pierre. Quand le soleil, déjà haut et chaud, m'éveilla, je pensais que j'avais fait un rêve terrible et me pris à réfléchir, tout en mangeant un reste de pain et cueillant ces baies noires, qu'on appelle chez nous raisins d'ours. Mon rêve, si c'en est un,
devait signifier pour moi quelque chose. Mais quelle chose? Je cherchais et ne trouvais pas. Il n'y en avait qu'une dont je ne pusse pas douter, c'est que le géant pouvait m'apparaître tant qu'il voulait. Je n'avais pas eu, je n'aurais jamais peur de lui. Je le haïssais pour le mal qu'il avait fait à mon père, et je n'avais qu'une idée, me venger de lui et l'humilier autant qu'il me serait possible. Au grand jour, je m'assurais que toutes choses autour de moi étaient dans l'état où nous les avions laissées 8 ans auparavant, que la maison était bien ruinée, hors de service, la prairie bien écrasée par une montagne de rochers, de pierrailles et de sable, et qu'il n'y avait plus aucun moyen de l'utiliser. En outre, les glaces du plateau d'Yéhous, qui autrefois ne descendaient pas jusqu'à nous, s'étaient ouvert un passage l'hiver précédent. On en voyait la trace le long du rocher, la chute du géant ayant creusé une large rigole par où elle glissait sur notre terrain avec la neige, et cette circonstance était une nouvelle cause de dévastation. Malgré tant de sujets de découragement, une idée fixe me brûlait la tête. Je voulais reconquérir ma propriété et mettre le géant dehors. Comment? Par quels moyens? Je ne m'en doutais pas, mais je le voulais. Tout en rêvassant, je ramassais des pierres et je les jetais les unes sur les autres, essayant de déblayer un coin, ne fût-il grand que comme mon corps. Je voulais voir si le sol était ensablé trop profondément pour recouvrer son ancienne fertilité. Je fus surpris de trouver de l'herbe très épaisse dans les endroits où la pierre ne portait pas à plat. Cette herbe n'était même que trop vigoureuse, car elle pourrissait dans l'humidité, les zones n'ayant plus d'écoulement et formant partout des flaques ou de petits marécages. La terre étant humide et légère, j'y pus plonger mes mains profondément et m'assurer que c'était toujours de la bonne terre, susceptible de bien produire, si elle pouvait être assainie, par des rigoles bien dirigées. En 1 heure, je déblayai à peu près 1 mètre. Je me reposai un instant et repris mon travail avec plus d'ardeur. Vers le soir, je mesurai mon ouvrage. J'avais nettoyé environ 6 bons mètres de terrain. Il est vrai que c'était à l'endroit le moins épais et dans la pierre menue. C'est égal, pensai-je. Qui sait ce que je pourrais faire avec le temps? La faim me pressait. Je descendis à la recluse de Maury, celle qui est au-dessous d'ici et qui est habitée presque toute l'année. Ces cabanes avaient changé de maître. Je n'y connaissais plus personne, et personne ne m'avait jamais connu. J'avais de l'argent. Et bien que pour me donner le souper et le couvert on ne me demandât rien, je parlais de payer ma dépense. Je tenais à n'être pas à charge, comptant m'installer là pour quelques jours. Le père Brada, maître berger des troupeaux de cette recluse, était un vieux brave homme qui, tout en m'accueillant avec beaucoup de bonté, s'étonna de mon idée, d'autant plus que je me gardais bien de lui en dire le fond. « Tu cherches donc de l'ouvrage chez nous ?» me dit-il. « Par malheur, mon enfant, j'ai le monde qu'il me faut et ne puis t'employer. » Je ne cherche pas d'ouvrage pour le moment, j'en ai. J'ai aussi quelque argent pour attendre. Et comme je vois que vous me prendriez peut-être pour un vagabond qui veut se cacher dans la montagne, avec l'idée de faire ou de cacher quelque sottise, je vais vous dire tout de suite qui je suis. Avez-vous entendu parler de Miquelon? Oui, c'est un nom connu ici, parce que le plateau qui est au-dessus de nous, et qui s'appelait, m'a-t-on dit, la Verderette, a pris le nom de Recluse à Miquelon, depuis l'accident arrivé à ce pauvre homme. Je ne suis ici que depuis 4 ans, on m'a raconté la chose. Eh bien, ce pauvre homme était mon père, et cette pauvre recluse est ma propriété. J'ai été élevé dans cet endroit-là. Je ne l'avais pas revu depuis l'âge de 8 ans, et j'ai un plaisir triste à m'y retrouver. J'y ai passé la nuit dernière, et je voudrais y retourner demain, peut-être après-demain encore. Si c'est comme cela, dit le vieillard, tu resteras chez moi la semaine, et davantage si tu veux, et je ne recevrai pas de paiement car je suis ton débiteur. Comment? C'est comme cela?
J'ai envoyé souvent mes chèvres pâturer dans ta Rancluse et je n'avais pas ce droit-là. Seulement, l'endroit étant abandonné, je pensais ne faire de tort à personne en ne laissant pas perdre le peu d'herbe qui y pousse encore. C'est bien peu, mais enfin c'est quelque chose, et je me disais que si quelqu'un venait réclamer, j'étais prêt à lui payer la petite dépense de mes bêtes. Te voilà, c'est pour le mieux. Reste et garde ton argent. Je suis content de m'acquitter. Je dus accepter. Il me donna place à la soupe et à la paille au milieu de ses gars. J'étais lasse. Je dormis bien et au petit jour, je me mis en route pour ma Rancluse avec du pain et un morceau de lard pour ma journée.